scène entre un tigre et un buffle d'Asie est l'une des plus impressionnantes jamais filmées. Le prédateur rayé surpasse même un lion en taille et en puissance physique pure, et ses compétences aiguisées, ses réflexes incroyables et son agilité lui permettent de chasser des buffles pesant à eux seuls près d'une tonne. Le tigre a été capable d'attaquer soudainement un troupeau, de provoquer la panique, puis d'un bond puissant de renverser un taureau adulte et vigoureux. La force d'un tel saut aurait pu briser le cou d'un animal plus petit. Mais le taureau a résisté, le prédateur rayé n'a pas abandonné. Il était prêt pour un combat acharné. Ses crocs se sont refermés sur la trachée du taureau et l'ont progressivement comprimé. L'ongulé tenta de se dégager, mais le tigre était trop fort. Cependant, le prédateur n'était pas préparé à l'évolution de la situation. Le tigre a sous-estimé le taureau lui-même ainsi que l'ensemble du troupeau. Ils ont réussi à surmonter leur peur et à reprendre leur esprit avant que le tigre n'étrangle le taureau. Ils attaquent le tigre et parviennent in extremis à arracher leurs congénères au prédateur. Le tigre est sous le choc, il ne s'attendait pas à une riposte si féroce et doit maintenant fuir tout le troupeau. Bien que les bisons soient extérieurement très différents des taureaux ordinaires, ils sont en fait de proches parents. Ils appartiennent à une sous-famille. Celle-ci comprend également le yak, le gor, l'antilope kana et un certain nombre d'autres espèces. En outre, les taureaux et les bisons ont un mode de vie similaire. Les deux espèces sont grégaires, fortes et se distinguent également des autres ongulés par leur fureur et leur caractère courageux. Le principal ennemi du bison d'Amérique, dans son milieu naturel, est le loup. Le début de l'attaque des loups sur les bisons est similaire à la première étape des lions chassant les buffles d'Afrique. Le but des prédateurs est de faire trembler les ongulés et d'entamer une fuite panique. Tous les herbivores sont naturellement assez craintifs, mais le taureau, les bisons et leurs proches sont beaucoup plus courageux que par exemple les zèbres ou les antilopes. Il est possible de les faire paniquer, mais avec beaucoup de difficultés. Les prédateurs doivent s'approcher furtivement du troupeau pour l'attaquer au bout d'un moment et se cacher délibérément sous le couvert des plantes. Lorsque les bisons voient apparaître soudainement un grand nombre d'ennemis, les ongulés sont tout simplement désespérés. Ils ne savent pas exactement où se trouvent les loups, car ils sont tout simplement nombreux. Et si le prédateur gris se trouvait derrière le prochain buisson, et s'il y avait toute une armée de loups ici, la première frayeur se transforme en panique et tout le troupeau de buffles court dans la même direction, exposant les flancs et l'arrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que les loups commencent à chasser les individus les plus faibles, malades, vieux, jeunes et sans défense, en général ceux qui se laisseront distancer. Si les bisons n'avaient pas paniqué, ils auraient formé une formation de défense dans laquelle les individus les plus forts se tiennent épaule contre épaule et ne permettent pas aux prédateurs de s'approcher trop près. Les plus faibles sont derrière leur dos, en sécurité. Vous conviendrez qu'une telle attention est digne de respect, n'est-ce pas? Mais la poursuite de la chasse d'un troupeau de bisons par les loups est différente de la tactique des chats. Les loups ne comptent pas sur une attaque fulgurante ou un succès rapide, mais sur une victoire résultante d'une longue poursuite. Ils peuvent poursuivre un bison sur plusieurs miles, plusieurs kilomètres, grâce à leur incroyable endurance. Et lorsque l'animal est épuisé, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils l'encerclent pour une dernière attaque. Mais ils ont sous-estimé l'endurance du bison. Il s'avère qu'il est capable de repousser une meute de loups même lorsqu'il est seul. Pendant la défense, le bison frappera les loups avec ses cornes, bien que cette arme du bison soit assez courte grâce aux puissants muscles du cou. Si le bison peut porter au moins un coup précis, il enfoncera le loup dans le sol jusqu'au cou. Il n'est pas étonnant que les prédateurs se dispersent dans différentes directions. Ils n'ont pas réalisé la force de leur proie. Les loups regrettent sans doute de ne pas avoir choisi un individu plus jeune et moins expérimenté. En général, les bisons ne surprennent pas seulement les loups. En raison de leurs épaules très massives et de leurs grosses têtes, leur corps semble trop puissant pour être élégant. En effet, les bisons sont incroyablement forts, mais ils possèdent aussi une agilité inattendue. Il est prouvé que ces géants, qui ne pèsent qu'un peu moins d'une tonne, peuvent sauter par-dessus une barrière d'environ 2 mètres de haut en courant très peu. Ils peuvent courir pendant des heures dans la neige épaisse, nager dans l'eau glacée et manœuvrer facilement entre les arbres lorsqu'ils sont rassemblés au milieu d'un lion dense.
Les duels entre le bison est le seul prédateur capable de maîtriser un adulte seul. L'ours sont particulièrement impressionnants. Les grizzlies sont probablement les animaux carnivores les plus dangereux d'Amérique du Nord. Ils atteignent un poids d'1 tiers de tonne, soit environ le poids de 4 mâles adultes. Sa queue courte et sa couche de graisse très épaisse ainsi que son épaisse fourrure donnent l'image d'un animal quelque peu maladroit et lent. En fait, sur de courtes distances, le grizzly est à peine moins rapide que le cheval. Mais l'essentiel réside dans ses qualités de combattant. Comme l'ours peut rester assez longtemps sur ses pattes arrière, il est doué pour le combat au corps à corps. Chaque coup de patte avant d'un grizzly peut briser la colonne vertébrale d'un cerf. En 1 minute, l'ours peut donner des dizaines de coups aussi écrasants, tous sous des angles et des côtes différents. Ses pattes sont armées d'énormes griffes recourbées qui peuvent facilement arracher l'écorce de chênes centenaires. Souvent, l'ours saisit sa proie avec ses pattes si puissantes, se jette sur elle de tout son poids et la saisit avec ses mâchoires. Seules quelques rares personnes peuvent alors s'échapper. Le bison est l'un d'entre eux. Regarde comme il se bat avec acharnement contre l'ours. On pourrait croire que les coups de patte écrasants du prédateur ne font aucune impression sur l'ungulé. Ce n'est pas le cas, le bison est vraiment trop fort et trop massif pour que l'ours puisse lui infliger des dégâts critiques d'un seul coup. Mais l'ungulé sent bien les griffes du prédateur, mais il ne panique pas et ne recule pas sans réfléchir. Le bison se défend et l'ours commence déjà à comprendre qu'il s'est trompé dans le choix de sa proie. Le bison donne plusieurs coups de bélier à l'ours, utilise ses cornes courtes mais acérées et tente de piétiner l'ours. Dans ce genre de combat, la chance n'est pas toujours favorable à l'herbivore. Mais c'est le bison qui a le plus de chances de vaincre l'ours par rapport à tous les autres animaux d'Amérique du Nord. De plus, le bison peut se battre très longtemps et résister aux prédateurs jusqu'à ce qu'il soit fatigué. C'est ainsi que l'ungulé conserve sa vie. Et s'il y a plusieurs bisons, l'essentiel pour eux est de ne pas succomber au premier choc de l'apparition d'un énorme prédateur. Si les animaux sont capables de se défendre ensemble, les chances de victoire de l'ours tombent au niveau de 0 absolu. Un troupeau de bisons peut piétiner même un prédateur tel que le grizzly. Les aptitudes du combat de bison s'affinent lors de duels entre eux. Il est typique des herbivores à cornes de se battre entre eux pendant la saison du rut ou pour prendre la tête du troupeau. C'est le cas des bovidés, mais aussi des cerfs et de nombreux antilopes. En général, les herbivores à cornes utilisent leurs armes contre les membres de leur famille beaucoup plus souvent que contre les prédateurs, devant lesquels la plupart tentent de s'enfuir. Mais en juger par le comportement du bison, ce conflit interne est pour lui un entraînement avant le combat avec les agresseurs carnivores. En effet, bien que les bisons puissent être sujets à la panique, ils donnent souvent une réponse féroce aux prédateurs. Et c'est au cours des combats entre mâles qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire. Et leurs duels ont aussi l'air cool. Remarquez comment 2 bêtes puissantes pesant moins d'1 tonne se détachent presque simultanément pour attaquer de front. On dirait que leur collision est sur le point de provoquer une onde de choc comme une explosion. Les bisons soulèvent des nuages de poussière, manœuvrent, s'affrontent et se percutent avec une incroyable obstination. Mais ces combats ne causent que rarement des dégâts importants aux adversaires. Même lorsqu'un bison perd, l'autre trouve assez d'endurance pour s'arrêter à temps et ne pas tuer son adversaire. Cela explique peut-être la sérénité de l'animal, ou encore la force des bisons réside dans la défense conjointe de tout le troupeau, ce qui leur permet d'éviter les blessures inutiles. Les rivaux d'hier se tiendront les coudes demain face à une meute de loups. Les ongulés ont donc besoin d'avoir confiance en la force de leurs congénères. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi les étalons, lors des duels pour le leadership dans un troupeau de chevaux sauvages, privent-ils souvent de vie leurs rivaux perdants, alors que les taureaux et les bisons ne le font pas? Répondez dans les commentaires, ça nous intéresse. Ou pas. Dans la nature, l'habitat des bisons et des rhinocéros n'est pas la même. Les bisons ne vivent qu'en Amérique du Nord. Une petite population de leurs proches parents, leurs bisons suivis en Europe de l'Est, en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie. Les rhinocéros vivent en Afrique et quelques petits sous-espèces vivent en Asie. La rencontre qui n'a été possible que grâce aux efforts de l'homme a donc provoqué un véritable choc chez ces herbivores.
Ils ne savent pas ce qu'est un animal et sont désemparés. Or, il s'avère ici que les bisons ont des nerfs bien plus solides que les rhinocéros. L'énorme bête blindée et décide de tester ses voisins en action et leur a lancé une attaque frontale. Par un seul bison, pas un seul brison n'a bronché. Quelques mouvements brefs en réponse et le rhinocéros s'enfuit, paniqué. Je pense qu'il est proche de l'hystérie. N'ayant pas réussi à effrayer les buffles, le géant blindé mais vulnérable décide qu'il vaut mieux battre en retraite. Le buffle n'est pas un simple animal à cornes serrées. Leur capacité à s'adapter à l'environnement est étonnante. Eh ouais. Certains buffles peuvent plonger et brouter sous l'eau carrément. D'autres sont très rapides. Et ils sont même utilisés dans les courses de chevaux. Nous allons maintenant vous parler des buffles les plus uniques du monde, et des taureaux bien sûr. Le buffle d'Asie est surtout connu pour sa taille. Avec une hauteur au garrot d'environ 7 pieds, plus de 2 mètres, une longueur d'environ 10 pieds, environ 3 mètres, il peut atteindre une masse de plus d'1 tonne, eh oui. Pas mal, non? Une telle montagne de muscles est capable d'arracher des arbres, de combattre des tigres et d'être un véritable bélier, balayant tout sur son passage. Mais peu de gens savent que le véritable super pouvoir de ce buffle n'est pas lié à sa puissance ou à ses aptitudes au combat. Il s'avère que ce taureau est l'un des meilleurs nageurs de tous les ongulés. Eh oui, environ 70% de son régime alimentaire est constitué de plantes qui poussent, écoutez-moi bien, sous l'eau. Pour s'en nourrir, cette espèce a appris à plonger mieux que la plupart des espèces de mammifères terrestres. Ce buffle peut retenir sa respiration pendant longtemps. Même d'excellents plongeurs comme les ours polaires, les loutres et les castors l'envient. Mais le plus important, c'est que celui-là est capable de brouter sous l'eau. Eh ouais, on ne s'attend pas à une telle capacité de la part d'un taureau, d'un buffle, n'est-ce pas? Allez, mets des likes, mets des likes. La plupart des animaux qui mènent une vie terrestre évitent de plonger la tête sous l'eau, même s'ils savent nager. Et même si l'animal est capable de plonger, il est dangereux pour lui de mordre et d'avaler de la nourriture sous l'eau, parce qu'il peut tout simplement se noyer. Mais ce n'est pas le cas du buffle d'Asie. La plupart du temps, lorsqu'il broute, il garde la tête sous l'eau, il cueille et mâche, et avale tranquillement sa bouffe. Le buffle aime particulièrement les marécages, les lacs stagnants et les rivières lentes et larges. En même temps, sa structure ne ressemble pas du tout à celle des mammifères aquatiques. Le corps d'un buffle, bien que puissant, mais ses pattes sont fortes avec des sabots bien lourds. Il n'est pas question de nageoires ou de forme aérodynamique. Il est d'autant plus surprenant que la capacité à nager et à plonger rapproche le buffle de sa lointaine parente, la baleine. Un peu choquant, d'accord, mais les baleines et les dauphins, ils sont pas des parents d'autres prédateurs aquatiques comme les phoques, par exemple. Les baleines sont des parents éloignés, et oui, qui sont allés dans l'océan il y a des millions d'années. Qui sait, peut-être que les buffles d'Asie ressembleront aux baleines d'une certaine manière après des millions d'années de développement. En tout cas, l'eau supporte parfaitement leur poids, ce qui permet à ces animaux à cornes d'atteindre des dimensions plutôt gigantesques. Et vous, comment voyez-vous leur évolution? Allez, mets-le dans le commentaire. Les zébus sont très répandus sur le territoire du sous-continent indien. Pour la plupart des personnes originaires d'autres parties du monde, ces animaux ont un aspect très inhabituel. Une vache avec des pattes fines et fortes, quoi. Une bosse comme un chameau et des puissantes cornes dirigées non pas vers l'avant, mais vers le haut. On sait jamais, si Dieu leur tombe sur la tête. Ces cornes poussent de manière différente. Parfois, elles se courbent et vont tout droit au-dessus de la tête de l'animal. Parfois, elles sont recourbées, quoi. Ces taureaux ont une capacité unique. Ce sont de véritables coureurs et d'excellents coureurs, d'ailleurs. Les zébus sont beaucoup plus massifs et lourds que les chevaux, mais ils peuvent courir presque aussi vite que les meilleurs chevaux de course pur sang. Cependant, en raison de leur nature peu accommodante et des spécificités de la structure de leur corps, il est préférable de ne pas monter dessus. C'est pourquoi les courses de traîneaux de zébus sont très populaires en Inde, surtout dans les États de l'ouest du pays. Le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de préparer la route pour ces ongulés, bien sûr. Ils ne doivent pas être dirigés vers la jungle les plus épaisses, car un taureau puissant ne peut tout simplement pas les traverser.
Mais la praticabilité du zébu est comparable à celle d'une Jeep. Aimeriez-vous essayer de monter sur un traîneau tiré par ces animaux? Allez, mets-le dans les commentaires. L'énorme vitesse, l'endurance et la patence ne sont pas les seules caractéristiques de la structure de l'animal. Eh oui! Bien que les chameaux ne soient pas étroitement liés aux zébus, les deux animaux ont une bosse. Mais les scientifiques ne savent pas encore exactement à quoi elle sert. À quoi sert cette truc-là? Les chameaux ont besoin de leur bosse pour stocker des nutriments. Bien sûr, l'eau pure n'y est pas stockée, mais seulement les réserves de graisse. Mais lors d'un jeûne prolongé, c'est grâce à ces accumulations que les chameaux peuvent vivre sans eau ni nourriture aussi longtemps qu'aucun autre animal du monde. Voici un autre argument en faveur de la constitution de réserve. Bon, ainsi, la bosse du zébu, bien qu'elle présente une couche de graisse assez dense, est encore principalement constituée de muscles. Bien qu'elle soit peu développée chez les petits, les adultes se distinguent par des bosses assez larges qui ressortent fortement sur le dos droit de l'animal. La raison de cette particularité reste un mystère. Qu'en pensez-vous? Allez, écrivez dans les commentaires. Oui, je te jure, on lira. Et le zébu peut grogner comme un lion. Les sons émis par ce taureau diffèrent selon la profondeur de l'utérus. Ah, on peut les entendre à des kilomètres à la ronde. Quelle serait votre réaction si vous entendiez quelque chose de ce genre en vous promenant en Inde? Hein? Par ailleurs, les zébus ne sont pas des parents des vaches ordinaires. L'ancêtre de la vache européenne, dont sont issues la plupart des races dans le monde, regardez, c'est lui, l'ancêtre du zébu, était plutôt asiatique. Ces deux branches ont divergé il y a environ 300 000 ans. La partie du zébu est l'Indonésie. Mais il y a plusieurs siècles, cette race s'est répandue d'abord dans toute l'Asie, puis a gagné l'Afrique et enfin toute la planète. Le zébu est apprécié pour son endurance. Une vache de cette race est parfaitement adaptée à la vie dans les tropiques chauds et arides, ou à l'inverse, humides. Mais génétiquement, cette race ne s'est pas trop éloignée de sa parente européenne, de sorte qu'elles peuvent se croiser et donner une progéniture saine, voire très saine, dotée d'une excellente immunité. Le zébu produit également un lait très gras et nutritif, mais beaucoup moins qu'une vache européenne. C'est peut-être pour cela qu'il y a plus de zébus que d'habitants sur les territoires de Madagascar. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons pratiques. Cet animal joue un rôle important dans la culture locale. Les taureaux sont connus pour le fait que, contrairement à la plupart des autres herbivores, ils préfèrent affronter le danger en se battant plutôt qu'en essayant de s'enfuir. Même les grands antilopes ont peur de se battre avec les lions et autres prédateurs, bien qu'ils dépassent leur taille. Il en va tout autrement du taureau. Lorsqu'il voit un chasseur, il est plus enclin à lancer une contre-offensive et même à porter le premier coup s'il se sent menacé. L'arme principale du taureau, bien sûr, est une force incroyable et des cornes puissantes. Il n'est pas surprenant que, compte tenu de sa nature pugnace, le Texas Longhorn effraie par sa seule apparence. En effet, ces taureaux possèdent les cornes les plus longues du monde parmi tous les animaux de leur espèce. La longueur d'une corne peut atteindre 1,80 m. C'est la taille d'un homme adulte quand même. En même temps, les cornes sont proportionnelles. Puissantes à la base, elles se rétrécissent progressivement et leur extrémité est très pointue. Une telle arme pourrait permettre à un taureau de se battre contre un tigre à dents de sabre, pas comme les loups ou les cougars ordinaires. S'approcher de ce taureau est déjà effrayant. Il semblerait que les cornes de cette puissante créature soient capables de transpercer un char d'un saut. Mais d'où vient ce trésor du Texas? Il s'avère que les Longhorns sont une race ancienne qui a une longue histoire. Ces taureaux sont les descendants des premiers bovins qui ont été ramenés à l'époque de Christophe Colomb. Le fait de vivre dans un isolement relatif a conduit à la formation de qualités inhabituelles de la race qui n'ont fait que s'enraciner avec le temps. Il est d'autant plus surprenant que le Texas Longhorn ait un caractère incroyablement doux. Il n'est pas agressif. Il est fidèle à l'homme et se montre patient, même face à des vaches domestiques ordinaires et inoffensives. Apparemment, si vous avez vraiment confiance en vous, l'envie de recourir à la force pour résoudre les conflits disparaît vraiment.
Pourquoi attaquer quelqu'un si tout le monde autour de vous sait déjà qu'il vaut mieux ne pas se frotter à vous, n'est-ce pas? Le super pouvoir de Longhorn va vous surprendre. Il n'est pas associé à des qualités de combat phénoménales ou à des cornes. Le corps de ce taureau est assez typique. Un animal musclé, plutôt mince, sans bosse, gros ventre, tout simplement. Un animal à la fois massif et svelte. Et il est d'autant plus étonnant qu'il soit capable de résister à la chaleur et la sécheresse extrême. Le super pouvoir de Longhorn est sa capacité à survivre dans des conditions désertiques les plus rudes. Il peut rester plus longtemps sans eau ni nourriture que toutes les autres races et sous-espèces de taureaux. Et bien qu'il soit connu pour sa nature douce, un tel animal peut facilement combattre un prédateur. Tout cela permet aux fermiers du Texas de laisser les troupeaux de Longhorn perdre relativement librement, même dans des endroits assez rudes où le bétail ordinaire ne survivrait pas en raison des attaques de lions de montagne, de loups et du manque d'eau. Excellentes caractéristiques physiques, loyauté envers l'homme, endurance, telles sont les qualités qui ont attiré les hommes vers les chevaux il y a des milliers d'années. Il n'est donc pas surprenant que les Longhorns soient de plus en plus utilisés comme monture. En outre, ces taureaux sont assez faciles à conduire et sont capables de s'associer à une personne, presque comme les chevaux. Aujourd'hui, cette race est encore principalement utilisée pour l'élevage de viande. Mais qui sait, peut-être deviendra-t-elle la première race de taureaux d'équitation au monde. Bah, ça serait quand même pas mal, étant donné l'apparence inhabituelle du truc, quoi. Et vous, est-ce que vous aimeriez bien monter sur un cheval comme ça? Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Le yak est probablement l'un des taureaux les plus mignons du monde. Il suffit de regarder son long et épais pelage. On dirait une peluche de la taille d'une petite bagnole quand même. Mais bien sûr, un yak est un être vivant et pas un jouet. Et l'apparence inhabituelle de ce taureau est le résultat d'une adaptation à des conditions de vie plutôt extrêmes. La particularité de ce taureau est qu'il est capable de résister à un climat exceptionnellement froid, aux vents les plus violents et aux gelées les plus sévères. Par ailleurs, le yak ne vit pas du tout au pôle Nord, mais dans les montagnes de l'Himalaya. Un taureau ordinaire ne pourrait y rester, dirons qu'une heure. Le yak, au contraire, se sent à l'aise à une température telle que les larmes se transforment en glaçons sur les cils. Moins 20, moins 30, tout ça, quoi. Ce n'est pas la seule caractéristique de la race. Plus la montagne est haute, moins il y a d'oxygène dans l'air. Et oui, par conséquent, les animaux, comme les humains, s'ils se trouvent dans de telles conditions, ressentent un manque d'air même en augmentant leur respiration. Mais pour un yak, ce n'est pas un problème. Par rapport à la taille de son corps, il a des poumons et un cœur plus grands. En outre, le sang d'un yak transporte beaucoup d'oxygène comparé au sang d'autres mammifères. Cependant, l'animal ne peut pas contrôler ce super pouvoir. S'il essaie de descendre des montagnes, il souffrira de surchauffe et d'un taux d'oxygène trop élevé dans le sang. En raison de l'absence quasi totale de chaleur dans les montagnes, l'échange thermique des yaks sauvages a changé. Ils n'ont pratiquement pas de glandes sudoripares et partant, qui nous semble frais, le yak souffrirait de surchauffe et de coups de chaleur. Il y a environ 3000 ans, les yaks ont réussi à être domestiqués. La manière dont ils sont parvenus reste un mystère. Le fait est que le yak sauvage ne tolère tout simplement pas le territoire maîtrisé par l'homme. Il déteste les terres agricoles, évite les humains et a un tempérament féroce. Il faut une douzaine de loups adultes pour venir à bout d'un yak adulte. Bien que cet ongulé évite l'homme, il n'a presque pas peur. Mais d'une manière ou d'une autre, certains de ces animaux ont réussi à être apprivoisés. Les yaks se battent également entre eux, généralement pour s'approprier une femelle. La plupart des taureaux et autres animaux à cornes rencontrent des cornes dans de tels cas. Mais le yak est cruel. Il essaie de frapper son adversaire du côté pour lui infliger une blessure grave. Cependant, dans la plupart des cas, ces combats ne se terminent pas fatalement et les deux adversaires survivent, bien que bien meurtris. C'est ainsi qu'est apparu le yak domestique, un animal très important pour de nombreux peuples de l'Himalaya. Il donne de la laine, du lait et est utilisé comme un animal de bas.
Un yak domestique est beaucoup plus petit qu'un yak sauvage et a un caractère plus calme. Le yak sauvage mesure environ 2 mètres et pèse jusqu'à 1 tonne. La longueur du corps du yak sauvage mâle dépasse 4,5 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands animaux de montagne au monde. Les animaux domestiques sont presque un quart plus petits. Ils peuvent vivre en dehors des montagnes, tolèrent l'élevage dans les fermes, mais ils ont en même temps conservé l'endurance de leurs ancêtres sauvages. En même temps, le yak domestique se croise avec d'autres espèces et races de taureaux, et même avec ceux qui vivent dans un climat relativement chaud et humide. En général, le croisement est utilisé pour donner à l'hybride un caractère plus docile. En effet, bien que le yak domestique soit un animal flegmatique, il reste assez têtu et l'éleveur doit se montrer prudent avec lui. Quel type de taureau unique vous a le plus frappé? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Et oui, c'est comme ça qu'on vit. Il y a beaucoup de créatures vivantes intéressantes et inhabituelles dans le monde dont nous voulons vous parler. Et oui.